Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une. Le brevet des collèges. Les élèves de 3e face à leur premier diplôme dans leur parcours scolaire. Entre stress et inquiétude, nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux à la cité scolaire de Bandjélé. Les deux juridictions financières, la Chambre régionale des comptes et la Cour régionale, ont passé au crible les différents plans de développement de Mayotte. Les résultats de cette enquête ont été présentés ce matin par le président de la CRC Réunion Mayotte, Nicolas Péo, qui est par ailleurs notre invité ce soir. Coup de projecteur ce soir également sur ces élèves de Cavani Sud 2 qui ont été sensibilisés aux problèmes environnementaux. Ces élèves en difficulté auditive ont pu montrer de quoi ils étaient capables et ce, malgré leur handicap. Le brevet des collèges, le premier diplôme d'un élève en France, demeure encore aujourd'hui source d'inquiétude, de stress pour bon nombre d'élèves de 3e. À Mayotte aussi, comme ont pu le constater ce matin, Génial Atoumani, Yassadi Razafiteino, ils étaient à la cité scolaire de Bandjélé. 9h30, à la cité scolaire de Bandjélé, l'ambiance est plutôt bon enfant. Ces élèves, pas moins de 260 ici, s'apprêtent à passer le tout premier examen de leur scolarité, le diplôme national du brevet. Et alors que l'heure fatidique approche, les visages se ferment tout doucement. Il y a juste du stress en fait. Pourtant t'as bien révisé. Ouais, j'ai révisé pas mal hier. Tout de suite après l'entrée des examens, j'ai révisé jusqu'à 17h par là. Après, oui, je me sens assez confiant. C'est l'épreuve finale, celui qui nous donnera le brevet ou pas, avec une mention, et j'espère avoir mon brevet. C'est pour ça que je suis très stressée. Et vous mettez bien le numéro de candidat qui est écrit là sur le coin de votre tasse. C'est très important. Un stress partagé par les enseignants, mais pas uniquement, et pour cause. C'est quand même un examen, c'est le premier examen. Nous, l'institution, mais aussi les parents, ont mis une certaine pression au niveau des élèves, puis eux aussi se la mettent. Et c'est rigolo parce qu'on a certains élèves, on sait qu'ils ont déjà le brevet. Et la seule chose qu'on ne sait pas, c'est quelle mention ils auront. Vous n'aurez pas le droit de vous lever, vous éteignez bien vos portables avant de commencer. Il est 10h, c'est parti pour l'épreuve de français. Soit 1h30 de composition avant la pause. C'est d'ailleurs là que nous retrouvons Cyrienne pour ses premières impressions. Il y a eu de la grammaire, de la dictée. Et il y a eu aussi comparaison de texte-image. Et on avait une image, on devait par exemple expliquer les comparaisons avec le texte. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de tout finir. Je crois qu'il m'en restait encore 8 questions. C'était assez chaud, mais bon. Ça s'est assez bien passé déjà pour la première. On attend la suite après. Avec l'épreuve de mathématiques, celle d'histoire géo et sciences et technologies, le brevet se termine demain. Les résultats attendus pour le 8 juillet prochain. À La Réunion, le plan de restructuration de la compagnie Aerostral a été validé par la région. Ce sont plus de 50 millions d'euros qui vont de nouveau être investis pour permettre à la compagnie de poursuivre ses activités. Et sur les 50 millions, 25 viennent des investisseurs privés et les 25 autres des actionnaires publics. Jean-Claude Toahir et Daniel Fontaine. La crise Covid a mis Aerostral au bord du précipice avec un trafic passager qui avait chuté de près de 80% et des dettes qui s'accumulent. Pour sauver la compagnie, 50 millions d'euros, la moitié en fonds privés et l'autre en fonds publics répartis entre la région, le département et la chambre de commerce à travers la CEMATRA. Les syndicats se réjouissent de ce sauvetage qui devrait préserver les 850 emplois de l'entreprise. Tous les salariés vont probablement pouvoir garder leur emploi. Après, j'ai aussi lu entre les lignes qu'on attend de la part des organisations syndicales la signature d'un pacte ou d'un accord pour pouvoir planifier la suite. Voilà, nous on est dans l'attente maintenant une fois qu'on a la garantie de garder tous les emplois, il faut qu'on discute sur les conditions de travail maintenant, je pense. Un plan de restructuration qui doit encore être soumis et validé par la Commission européenne. Mais la région se dit confiante. La survie d'Aerostral, affirme Norman Omarjee, le vice-président en charge du dossier, est un enjeu stratégique majeur. Nous sommes attachés à la préservation de son identité réunionnaise. Mais l'injection d'argent frais ne règle pas tout, car la compagnie est endettée à hauteur de 300 millions d'euros. Les investisseurs privés conditionnent leur offre à un effacement d'une partie de cette dette.
Et chez nous, les futurs Hajj qui doivent partir demain, vendredi 1er juillet, pour l'Arabie Saoudite ne partiront finalement que dimanche 3 juillet. Le président de l'association Aspel souligne que ce report est dû à des difficultés administratives liées à l'obtention des visas. Les voyageurs sont donc priés d'être au rendez-vous dimanche 3 juillet avant 9h, donc à l'aéroport de Pamandzi. Depuis les élections législatives, les polémiques ne manquent pas. Dernière en date qui fait suite à l'élection du président de la commission des finances. C'est un député de la France Insoumise qui a été élu aux grandes dames du Rassemblement national. En effet, cette commission est très stratégique car elle contrôle le budget de l'État et accède à des informations jugées très sensibles. Alexandre Pérou, Thierry Curté et Noé Salem. C'est l'un des postes les plus convoités de l'Assemblée nationale. Ce matin, Éric Coquerel, député insoumis, est devenu sur le fil président de la commission des finances, une première dans l'histoire du parti de Jean-Luc Mélenchon. Je compte rapidement, effectivement, on voit un peu la différence avec les quinquennats passés, où en gros, c'était souvent des présidents qui étaient un peu compatibles avec les visions de la majorité. Au-delà du symbole, le siège de président traditionnellement réservé à l'opposition est un des plus puissants du Parlement, presque un contre-pouvoir. Car la commission des finances contrôle le budget de l'État et son application, mais elle peut aussi ouvrir des commissions d'enquête. À ce titre, son président peut demander au ministère de l'économie les déclarations fiscales de n'importe quelle entreprise ou particulier. Et c'est justement ce pouvoir dans les mains d'un insoumis qui inquiète celui qui était le candidat du Rassemblement national à ce poste. Je souhaite effectivement qu'il reste dans la fonction que lui attribuent nos institutions et qu'il n'en sorte pas. Ça, on verra. Mais tout ça, c'est des magouilles d'appareils. Il n'a pas fallu 10 jours pour que le régime des partis remplace le parlementarisme. C'est dommage. Avec un endettement de l'État record et un déficit public au plus haut, le poste sera stratégique pendant le quinquennat, alors que les propositions de la France insoumise sont aux antipodes de la politique d'Emmanuel Macron. Et on parle de finances avec les différents plans de développement pour Mayotte qui ont fait l'objet d'un rapport publié par les deux juridictions financières, la Cour des comptes et la Chambre régionale des comptes Réunion Mayotte. Une présentation a été faite ce matin lors d'une conférence de presse avec une question comme ligne directrice. Quel développement pour Mayotte? Alors pour en parler ce soir, on reçoit Nicolas Apéo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des chambres régionales des comptes de la Réunion et de Mayotte. Et donc, il y a eu cette conférence de presse ce matin. Vous avez présenté ce rapport sur les différents plans de développement consacrés à Mayotte. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, par exemple, le plan Mayotte 2025 et celui qui a été pris en 2018? Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait de manière générale? À l'issue d'une enquête qui a duré plusieurs mois, les constats sont les suivants. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 plans successifs. Effectivement, le plan Mayotte 2025 qui avait plus de 300 mesures, mais qui n'avait pas de moyens affectés, précis. Donc il y avait un défaut de lisibilité. Et ensuite, en 2018, après la crise sociale, un plan en urgence rapidement monté qui n'avait que 53 mesures, mais pour 1,3 milliard d'euros. Le constat, malheureusement, est à peu près similaire, c'est-à-dire qu'il y a un défaut de suivi. Autrement dit, on met en place, on affiche des plans, mais on rencontre des difficultés dans le suivi, mais ensuite également dans la mise en œuvre et dans la collaboration entre les différents acteurs concernés par ces plans. Mais c'est dû à quoi, finalement, ce manque de suivi? Est-ce que c'est dû aux autorités locales? Quand je parle de l'autorité locale du département, est-ce que c'est dû à Paris ou donc aux représentants du gouvernement ici, au préfet? C'est dû à quoi? En réalité, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que le rapport qui est conjoint entre la Chambre régionale et la Cour des comptes critique aussi bien les services de l'État que les services du Conseil départemental. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, ces institutions publiques locales, elles ont du mal à avoir une assise suffisante, sereine, pour accompagner les projets de développement. Côté service de l'État, il manque des effectifs, il y a une rotation, il y a un défaut d'attractivité et quelque part peut-être une perte de mémoire dans le projet qu'on élabore. Côté département, un défaut d'ingénierie, une insuffisance dans la matière de maîtrise d'ouvrage et donc ils ne peuvent pas accompagner des projets ambitieux. Quand vous avez quand même plus d'1 milliard d'euros à consommer, eh bien, il faut des moyens, il faut les suivre. Donc, on vise finalement les 2 institutions publiques locales. Et quelles recommandations vous faites? Parce que vous soulignez sur la synthèse du rapport qui fait plusieurs pages qu'il y a de nombreux défis, par exemple sur la sécurité, sur l'éducation, sur la santé. Quelles recommandations vous faites à ce niveau-là?
Alors, en tout, on en fait 13 recommandations et encore, on fait des choix, naturellement. D'abord, on est conscient que les questions d'ordre public, d'insécurité, mobilisent beaucoup les services de l'État. Donc, forcément, en étant sur ces priorités-là, ils ont moins de temps, moins de force pour le reste, et notamment les questions d'infrastructure, de services pour la population mahoraise. Alors, ce qu'on leur recommande, d'abord, c'est de mieux se parler, de mieux collaborer, d'avoir une stratégie commune entre eux, et ensuite d'être en mesure d'avoir les outils de pilotage pour éviter les défauts qu'on a relevés, défauts de suivi, défauts d'organisation. Prenez l'exemple des problèmes fonciers, qui est un sujet vraiment important à Mayotte, très spécifique. Il y a eu des retards à trouver des solutions, et encore aujourd'hui, il n'y a pas assez de collaboration entre l'État et les collectivités pour trouver une solution à ce désordre foncier, aussi bien privé que pour le foncier public. Et concernant les recommandations que vous faites, parce qu'on voit des rapports se succéder sur la situation de Mayotte depuis la départementalisation notamment et ce rapport de 2016, est-ce que vous avez espoir que les recommandations que vous faites cette fois-ci seront suivies d'effets derrière ? C'est pas parce qu'il y a des constats sévères qu'on ne peut pas se projeter sur l'avenir. On doit le faire. Donc, il faut avoir un optimisme de volonté. Et par ailleurs, en tant que Chambre régionale des comptes, je suis libre de programmer les contrôles que nous souhaitons mener. Et donc, dans le prolongement de ce rapport, nous avons décidé d'ouvrir des contrôles aujourd'hui sur justement les obligations d'accueil scolaire des communes. Le rapport d'ailleurs est plutôt, je dirais, positif sur les collèges et les lycées. En revanche, on sait qu'il nous manque 850 écoles. Donc, actuellement, tous les contrôles que nous ouvrons portent en priorité sur ces questions d'équipement, de collation scolaire. C'est une façon aussi de mettre un peu de la pression, de mettre sur la place publique les choses, voire de soulever des questions de régularité. Merci beaucoup Nicolas Péot d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc qu'il y a ce rapport qu'on peut notamment trouver sur le site de la Chambre régionale des comptes. Merci beaucoup. Merci. Et à partir de demain, vendredi 1er juillet, les nouveaux prix des carburants seront effectifs comme à chaque début de mois. Concernant le sans-plomb, il vous coûtera le litre à 1,97 €, le gazole 1,77 €, le pétrole lampant 1,45 € le litre, le mélange détaxé 1,46 € et le go marine à 1,39 €. Des prix, vous l'aurez remarqué, sont en augmentation, même si l'aide exceptionnelle de 15 centimes de l'État est maintenue. Seul le prix de la bouteille de gaz est en baisse de 1 €. Elle vous sera vendue dès demain à 27 € contre 28 €. La bande de BIMS a été interpellée en fin de semaine dernière par l'unité d'atteinte aux biens. C'est cette bande qui a volé pour plus de 131 000 € de préjudice au lycée des Lumières. 220 ordinateurs volés et revendus en juin. Ce sont au total 3 personnes, dont 2 qui sont sous contrôle judiciaire. Et le présumé chef de la bande a été placé en détention provisoire à Magicavo. Et autre arrestation au mois de mai dernier. Cette fois-ci, c'est celle concernant la bande dite du terrain de foot de Kaweni. Cette dernière avait dérobé une vingtaine d'ordinateurs à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, mais également des téléphones portables. Parlons à présent d'environnement avec cette sortie pédagogique en faveur d'élèves de Cavani Sud 2 en difficulté auditive. Une sortie bateau, une première pour certains de ces enfants. Occasion de les sensibiliser aux problématiques environnementales, certes, mais c'est aussi l'occasion de les sortir un peu de leur quotidien. Hachim Saïd Hachim et Farah Hosseini. Ils sont malentendants, souvent mis à l'écart des sorties pédagogiques. Aujourd'hui, cette journée leur est entièrement consacrée. Marco exprime sa joie en langue des signes. C'est la première fois qu'il va prendre le bateau. Cette journée est la finalité des travaux réalisés en classe durant leur année scolaire. Nous avons fait plusieurs apprentissages concernant la nature, concernant l'environnement, concernant la faune maritime que l'on peut trouver dans le lagon à Mayotte. Et nous étions également très tournés, puisque ça va de pair, vers les déchets. Donc de ne pas jeter ces déchets, parce qu'il est vrai qu'à Mayotte, on voit beaucoup de déchets. Ils vont prendre le large, destination La Passe-en-Hesse, pour y découvrir la vie aquatique de la réserve marine. Je vais voir des poissons. On va aller voir au sol. On va voir des tortues,
des dauphins. Et moi, je sais qu'il ne faut pas jeter des papiers à la mer. Il ne faut pas jeter, c'est interdit, de jeter les déchets à la mer. Parce que c'est interdit. Il faut les garder. Parce que sinon, ça dégrade. Et après, les poissons, ils vont mourir. Il faut absolument tourner les enfants vers cet environnement et qu'ils se l'approprient et qu'ils comprennent pourquoi il faut le préserver. Agnès Dumont, coordinatrice Ulysse, se réjouit de l'aboutissement du projet Sortie en mer. Elle espère le reconduire l'an prochain. Et pour finir, le départ aujourd'hui de Kamel Zuber pour la métropole dans le cadre de sa première participation à un championnat de France le week-end prochain. Mais avant cela, le sprinter du RC Mamoudzou participera à 2 meetings dans le cadre de sa préparation. Celui de Lachaud de Fonds dimanche 3 juillet, puis celui de Vénissieux mercredi 6. Les championnats de France Espoir qui se dérouleront du 9 au 10 juillet prochain à Albi. Et puis je rappelle que Raphaël Mohamed, 4e du 110 mètres et au championnat de France, est en lice lui sur les Jeux méditerranéens ce week-end. L'athlète toujours du RC Mamoudzou sera aligné sur le 110 mètres et sous les couleurs de l'équipe de France ce samedi. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal en Maoré. Très belle soirée à vous sur La Première.